du Niger, M. Mohamed Bazoum. Et le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Timoko Yekone. Merci beaucoup. Merci, Madame. Je voudrais à mon tour remercier le président Alassane Ouattara, le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé depuis que nous sommes ici à Abidjan, depuis hier. Je suis heureux de participer pour la première fois à ce forum qui est une initiative pour laquelle j'aimerais féliciter le groupe Jeune Afrique et tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cet événement qui donne aux hommes d'affaires privés africains une occasion de rencontre tout à fait rare. Et pour avoir été ici ce matin, j'ai pu en mesurer l'utilité, même pour nous, acteurs politiques du niveau des présidents de la République. Oui, le Niger, le pays le plus sahélien des pays du Sahel, à cause du fait qu'une grande partie de son territoire se situe dans un espace saharien qui n'est pas favorable à toute forme d'agriculture, ni même d'élevage en vérité. Et c'est sur la bande sud, vraiment, de ce que nous appelons la zone soudanaise que se pratique la culture et le phénomène du déficit alimentaire et de la détresse aussi qui peut s'en suivre lorsque il y a un déficit pluviométrique est quelque chose de très courant, est un défi, même en situation normale, auquel nous sommes confrontés et qui constitue notre principal souci. Si de surcroît, comme c'est le cas cette année, il y a une année 2021 déficitaire en pluviométrie qui a eu pour effet une réduction de 37% de la production agricole comparée à la saison 2020 et quelque chose de cet ordre comparé même à la moyenne des 5 saisons antérieures, vous imaginez que ça peut avoir, ce que ça peut avoir comme effet. En plus, comme vous le savez, le Niger est, à l'instar d'autres pays du voisinage, affecté par le phénomène de l'insécurité sur certaines portions de notre territoire. Dans la zone agricole, il n'a pas été possible que les paysans soient sur leurs champs de façon régulière. Et enfin, vous avez cette crise mondiale qui a vu se renchérir singulièrement les produits alimentaires et les céréales notamment. Et cette crise, elle est consécutive à une autre, qui est celle de la Covid-19, qui avait impacté le fret maritime, sachant que l'Afrique importe une part importante des denrées alimentaires qu'elle consomme. Voilà 4 facteurs, en tout cas 3 sont exceptionnels, un est relativement structurel et même structurel, qui se sont conjugués pour nous mettre au devant de défis tout à fait inédits. Nous avons en effet, vous avez raison, 4,5 millions de personnes qui sont dans une situation de détresse alimentaire plus ou moins importante. Dès le départ, nous avons tablé sur une population de 2,5 millions qui va être déficitaire. Et puis, nous avons affiné les chiffres. Aujourd'hui, nous avons à peu près 4,5 millions de personnes qu'il faut prendre en charge. Nous avons mis au point un programme d'urgence, un programme de soutien qui consiste à subventionner les céréales que nous donnons dans le cadre de ce que nous appelons la distribution gratuite de vivres ciblés. Nos services font un travail de ciblage qui consiste à identifier les foyers les plus vulnérables
Et ce sont des céréales de quantité relativement importante que l'État achète et qu'il distribue gratuitement. Nous avons, dans le cadre de cette opération de soutien, autre chose que nous faisons en achetant le sac de mil ou de sorgho ou de maïs à 32 000 francs CFA, nous le transportons dans les zones où vivent les personnes qui sont nécessiteuses et nous le vendons à 13 500 francs. Ce sont des ressources importantes que nous mobilisons ainsi chaque année, cette année de crise plus que les années ordinaires, pour réduire la détresse, pour diminuer le niveau de détresse des populations. Voilà une des formes de réponse que nous apportons de façon ponctuelle à des situations de ce genre. Mais évidemment, dans le cadre de la politique que nous mettons en œuvre, suite à toutes les leçons que nous avons tirées des situations que nous vivons dans un pays du Sahel, qui même si c'est vrai, il est aride, il a un climat aride, même si les pluies sont rares, même si la biodiversité s'est totalement amenuisée, et si même par conséquent tout cela concourt à exposer les populations à des situations de déficit alimentaire, de disette et même de famine, nous n'en disposons pas moins de grandes quantités d'eau de surface relativement importante, mais de grandes quantités d'eau de sous-sol. La difficulté a jusqu'ici été de pouvoir disposer des ressources financières à investir pour faire en sorte justement que nous puissions produire, parce que le coût de l'énergie dans nos pays à nous et au Niger en particulier est très élevé. Et il est totalement, donc il devient un handicap, il est vraiment rédhibitoire. Avec les nouvelles énergies et la réduction du coût des nouvelles énergies, nous avons désormais de grandes ambitions, mais aussi de réelles capacités. Et nous avons conçu un programme qui consistera à promouvoir l'irrigation, à investir plus de ressources pour disposer d'engrais. Peut-être que nous serons un jour en mesure de produire sur notre propre territoire. Et en combinant ces facteurs-là, nous serons en état de produire de quantité d'aliments pour nous nourrir déjà, nous autosuffire, mais en même temps, à cause de la centralité de la position du Niger, et c'est notre ambition, peut-être même exporter, pourquoi pas, des céréales. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu quelque chose de fondamental qui ait changé de la COP 26 à la prochaine COP. Les grands engagements ont été pris à la COP 21 à Paris. Vous vous souvenez de l'enthousiasme qui avait caractérisé cette rencontre, les espoirs qui avaient été caressés partout, par le monde. Et c'était à cette époque qu'il y avait eu ce grand engagement d'une mobilisation de 100 milliards de dollars par an au profit des pays sous-développés. À ce jour, force est de constater que rien n'a été fait, que tout au plus, peut-être que l'année prochaine, on sera en mesure de mobiliser quelque chose de cet ordre-là. Non, moi je pense que nous n'avons pas un bon rapport de force aujourd'hui entre ceux qui conçoivent ces mesures, comme notamment celles qui consistent à prohiber les énergies fossiles, et les pays comme les nôtres, qui ont des intérêts et qui sont totalement en porte-à-faux avec ce genre d'exigences-là. Vous avez vu à Glasgow, c'est le même état d'esprit qui a prévalu. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées. Nous serions même prêts à passer outre à ces engagements, sauf que malheureusement, nous ne disposons pas de capitaux pour les investir et faire en sorte que le Niger aujourd'hui puisse utiliser son charbon pour produire de l'électricité, envisager son industrialisation. Nous avons du charbon. Nous avions des sociétés qui avaient pu, à un moment donné, envisager d'investir, exploiter le charbon du Niger, parce qu'il y avait des banques qui étaient prêtes à leur consentir les crédits dont elles avaient besoin.
Mais avec ces mesures qui sont prises, il n'y a aucune banque qui est prête à s'engager. Nous sommes punis et ce n'est pas bien. Donc le monde international est un monde qui fait d'injustice vraiment. Merci beaucoup. Il ne reste malheureusement que quelques minutes pour aborder un sujet crucial, celui de l'insécurité. Nous allons déjà promouvoir la gouvernance qui convient à une situation faite de nombreux défis et de ces défis supplémentaires. La première des choses, c'est la gouvernance. C'est ça aussi le secret de la situation singulière du Niger aujourd'hui. La première des institutions qu'il faut renforcer, c'est l'institution militaire en donnant les moyens nécessaires. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut promouvoir une gouvernance qui crée les conditions d'une belle harmonie au sein de la société, qui rend par conséquent les institutions solides et qui les stabilise. C'est ça notre secret et c'est ça qui fait la singularité de la situation du Niger d'aujourd'hui. Après, évidemment, il faut être efficace dans la façon de comprendre les problèmes et de les régler. Et nous sommes en train de renforcer les capacités de notre armée après que nous avons mis en œuvre une gouvernance qui a créé les conditions de grand consensus de notre pays autour de la nécessité de nous mettre ensemble et de défendre notre territoire, son intégrité, la paix et la quiétude des populations. Puis, une fois que nous avons fait cela et que nous avons identifié l'ennemi, nous entreprenons, et c'est aussi quelque chose que nous reconnaissons comme spécificité tous nos partenaires, nous disons que les jeunes qui sont très souvent engagés dans cette entreprise, non pas par conviction idéologique, religieuse, mais juste parce que le pastoralisme a été particulièrement perturbé par le changement climatique, nous nous adressons à leur communauté pour faire en sorte que nous les démobilisions par toutes sortes de voies qui peuvent être utilisées à cet effet. Nous combinons donc de tas de choses et c'est ce que nous avons fait, que nous allons continuer de faire parce que nous avons des résultats qui nous distinguent des pays qui, eux, peut-être ont eu des lacunes dans la façon d'aborder cette question. Merci beaucoup.